Et hop, attendez une petite seconde s'il vous plaît. Je sais que vous venez de cliquer sur cette vidéo et vous vous dites que le gars va juste me faire un énième test sur Dark Souls 3 comme tant de personnes l'ont fait avant lui. À savoir quelqu'un qui va parler du jeu, dire les qualités du jeu, les défauts, pourquoi est-ce qu'il a aimé ce titre plus qu'un autre dans la série, à quel point est-ce qu'il jouait fait de vous un giga chad, etc. Mais désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas du tout ça. Spoiler, oui, ça fait de vous un giga chad, mais pas pour les raisons que vous pensez. Dans un monde poussé à la consommation, facilité, Dark Souls 3 est pour moi un ovni pour les standards d'aujourd'hui en matière de jeux vidéo, car il faut une réelle conviction pour en arriver à bout. On est à des années-lumière des jeux sur toutes les plateformes qui vous tiendront sans cesse par la main avec des tas d'indicateurs visuels sur le HUD pour ne pas perdre l'attention du joueur une seule seconde, avec un objectif principal sur une boussole à suivre sans réfléchir, des récompenses qui pleuvent, pour toujours faire asseoir un 3,5 tonnes sur votre interrupteur à dopamine, rendant toujours plus bizarre le fonctionnement de la machine qu'est notre cycle de la récompense. C'est simple, pour moi Dark Souls 3 est un jeu mais pas que. C'est aussi pour moi toute une leçon de psychologie dont on a tous besoin, et c'est l'idée que je vais essayer de défendre dans cette vidéo. Dark Souls 3 va définitivement changer votre rapport à l'échec. En effet, pour progresser, il va falloir passer par cette case. C'est même un élément de gameplay à ce stade. Et quelque chose de notable, c'est que ce jeu vous apprend à perdre, ou plutôt à tirer profit de votre défaite, ou à comptabiliser même la défaite parfois comme une réussite. Je m'explique. Pour pouvoir progresser, il va falloir perdre. Et plein de fois, vous allez vous retrouver dans des situations où vous êtes condamné de perdre. La première fois où vous arrivez chez un boss, vous êtes quasiment sûr de perdre. Et pourtant, le jeu vous invite à tirer au maximum profit de la situation pour en apprendre un maximum sur l'ennemi que vous avez en face de vous. Ou au minimum, si jamais vous ne vous attendiez pas à entamer ce combat, à aller chercher la défaite qui vous sera la plus favorable pour la prochaine fois où vous reviendrez ramasser vos âmes. D'ailleurs, s'il vous plaît, penchez-vous avec moi une seconde sur ce système d'âmes. En très gros, quand on tue des ennemis, que ce soit des boss ou des mobs, on gagne des âmes. Mais si jamais on meurt, on les perd toutes, elles se retrouvent sur notre corps et notre seul moyen d'aller les récupérer, c'est d'aller marcher jusqu'à notre lieu de mort pour pouvoir les prendre. En revanche, nous avons qu'une seule chance. Il suffit d'un faux pas, d'une seule mort pour les perdre définitivement. Ces âmes-là sont utiles pour pouvoir acheter des armes, des objets ou passer des niveaux, ce qui est probablement leur utilité la plus importante. Donc quelque part, si vous reculez de votre chaise, vous vous rendrez compte que perdre vos âmes, c'est perdre en réalité le niveau en cours que vous êtes en train de monter. J'aimerais bien qu'on prenne un instant pour parler de punitivité du coup de l'échec et de voir qu'est-ce qui se fait dans les autres jeux vidéo de manière générale. Globalement, dans la plupart des titres auxquels j'ai pu penser, il n'y a pas vraiment de punition à mourir, à part recommencer, du coup c'est une punition qui est plus d'ordre temporel. Bien évidemment là-dedans je ne compte pas les modes hardcore, à savoir les modes dans lesquels on n'a qu'une seule vie. Pour la simple et bonne raison que c'est pas une difficulté par défaut, mais c'est plus un challenge personnel. Il y a bien de rares cas, et c'est la plupart du temps dans les RPG que je vois ça, où on a une perte soit de durabilité au niveau des armes, soit un petit peu d'expérience. Mais il faut se le dire, la punition n'est jamais très grande, et en général on perd juste un petit peu de temps à aller chez le forgeron pour réparer son arme, ou on tue 2-3 monstres pour récupérer l'expérience perdue. Il y a vraiment qu'un seul jeu où j'ai trouvé que la conséquence de l'échec était suffisamment punitive sans pour autant être stupide. Ce jeu-là, c'est Diablo 2. Quand vous mourrez, vous perdez tout votre stuff qui se retrouve sur votre corps, y compris vos pièces d'or. Et le hic, c'est que pour aller chercher votre matos, vous allez devoir slalomer entre des hordes de monstres qui ont juste envie de vous coller un énorme gourdin dans la figure. Il va donc falloir être rusé pour pouvoir se frayer un chemin parmi les monstres jusqu'à son matériel. Le problème, c'est que votre matériel est souvent bien gardé par des monstres et si vous faites pas attention, vous risquez de mourir une nouvelle fois et donc de créer un nouveau corps à côté du précédent. Parce que oui, sans matériel, juste une claque et je pense que vous êtes couché, hein, surtout vers la fin du jeu. Le problème, c'est que la prochaine fois que vous allez récupérer votre matos, vous ne saurez même plus lequel des corps était le bon. Et plus vous répétez l'action et mourrez à côté de votre matériel, et plus vous risquez de rendre encore plus difficile la récupération de votre matos. Et c'est à ce moment-là du jeu que je trouve que le rapport à la mort dans Diablo 2 est vachement cool, parce qu'il y a tout un pan du gameplay qui s'ouvre à nous que une fois qu'on est mort et qu'on a perdu notre matériel. Et pour me comprendre, vous avez besoin de connaître 2-3 infos supplémentaires. Premièrement, il faut savoir que la carte dans Diablo 2 est générée de manière procédurale. Donc à chaque fois que vous relancez le jeu, ça sera pas le même chemin pour vous rendre d'une ville vers une autre. Ah, et pour info aussi, tous les monstres reviennent à la vie. En revanche, si vous quittez alors que vous avez perdu votre matériel, sachez que le dernier corps sur lequel se trouve votre matériel reviendra en ville la prochaine fois que vous relancerez le jeu. Donc si le joueur meurt, il doit déjà prendre cette décision de est-ce que je décide d'aller tenter de récupérer mon matériel, ou est-ce que je décide juste de quitter la partie et de le récupérer en ville, quitte à se retaper toute l'exploration d'un bon morceau de la carte du jeu. Mais dans le cas où le joueur déciderait d'aller récupérer son matériel immédiatement, c'est là qu'il y a plein d'éléments
éléments de gameplay qui rendent le tout bien intéressant et qui font qu'on a l'impression d'être dans un jeu limite un peu différent une fois qu'on est en quête de récupérer son matos. Et c'est à ce moment-là par exemple qu'on se rend compte que faire des économies dans le jeu est très utile, car à chaque fois que nous avions à faire des détours précédemment en ville, nous avons pris le soin de déposer dans notre coffre des sous qu'on a pu ramasser. Et ces sous-là nous servent à ce moment-là pour pouvoir nous acheter du matériel, en tout cas juste un petit plastron ou quoi que ce soit, un peu d'équipement histoire de survivre le temps d'aller récupérer notre vrai matériel. Cet argent peut aussi servir à nous payer les services d'un mercenaire, et son utilité principale sera de prendre des dégâts à notre place et peut-être attirer les monstres vers lui plutôt que vers nous le temps qu'on puisse récupérer notre matériel. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je trouve que lorsqu'on fait face à la mort dans Diablo 2, on est un peu comme dans un autre jeu où les règles changent, où le but est différent. Et surtout, le jeu vous pousse à bien réfléchir à ce que vous faites. Bon, là, je sais que vous êtes en train de vous dire pourquoi est-ce que le gars il nous parle de Diablo 2 depuis tout à l'heure alors qu'on est sur une vidéo sur DS3. Bah, le parallèle que j'essaie de faire, c'est que toute cette réflexion que le jeu nous pousse à faire dans Diablo 2, bah, quelque part, on l'a aussi sur DS3, simplement, elle n'est pas implémentée sous forme de gameplay. Qui a dit qu'une mécanique de gameplay devait forcément être entre le joueur et le jeu, et pas juste le joueur et lui-même? Et quelque part, Dark Souls 3 joue avec nous-mêmes parce que là où Diablo 2 nous pousse à utiliser certains éléments de gameplay qu'il y a dans le jeu, Dark Souls 3 nous pousse à avoir des réflexions, et parfois des réflexions dont on ne se rend même pas compte, nous poussant tout le long de l'aventure à affiner notre esprit. Mais puisque j'en parlerai dans les sections suivantes de cette vidéo, on va s'en tenir à celle qui relève simplement de l'échec pur et simple. En l'occurrence, ici, perdre des âmes, on le voit au début comme vraiment quelque chose qui est grave. On a l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps, que le jeu est injuste, ou peut-être même on se met dans tous ces états, limite en colère contre soi, parce qu'on a quand même perdu pas mal d'âmes. Mais là où le jeu joue avec nous, c'est que il ne le dit pas tout de suite, mais on va l'apprendre à nos dépens. Le nombre d'âmes que l'on récupère en battant des boss est largement suffisant pour compenser toutes les âmes que nous obtenons en tuant des monstres. Et c'est d'autant plus vrai quand on voit que plus on a passé de niveau, et plus le coût en âmes pour pouvoir passer au niveau suivant est élevé. Et j'ai l'impression que la perte de ces dernières est plus là à titre symbolique pour nous faire prendre conscience de notre échec et comment nous aurions pu mieux performer. Parce que imaginez qu'on n'ait pas quelque chose d'aussi frustrant que des âmes à perdre pendant notre partie sur Dark Souls 3. À chaque fois que l'on perdrait, j'ai l'impression qu'on s'en ficherait un peu. Ça ferait le même effet que tous les autres jeux, à savoir ah bah mince, je suis mort, je recommence. Alors que là, ça nous laisse un petit goût amer en bouche à chaque fois que l'on perd ce sac d'âme, qui nous fait réfléchir à deux fois sur pourquoi est-ce que notre échec a eu lieu. Et l'air de rien, j'ai l'impression que cette petite amorce est le juste nécessaire pour pouvoir provoquer une réaction chez le joueur. Un petit peu comme ce petit caillou qui vous est jeté à la tête à répétition et qui est juste assez pour pouvoir provoquer une réaction mais pas assez pour vous faire mal. Et la raison est assez simple, c'est juste que le jeu s'amuse à vous donner quelque chose et à vous le retirer juste après. Et ce quelque chose, c'est le sac d'âme. Et à chaque fois qu'on vous le donne, c'est dans votre processus d'apprentissage et on vous le retire juste après de vos mains, à chaque fois que vous mourrez. Et même si je peux vous expliquer que ça n'a pas vraiment d'importance au vu du nombre d'âmes que les boss donnent, le mal est quand même déjà fait parce qu'on vous l'a retiré des pattes. Donc quelque part, le jeu est là pour vous apprendre à perdre en vous faisant comprendre que vous devez perdre pour apprendre. Perdre fait partie du gameplay, vous vous y attendez et votre but c'est de vous ajuster face à la défaite et de réussir à en tirer le plus de profit. Autre situation par exemple, vous êtes simplement en train d'explorer la carte et vous vous rendez compte que vous n'avez plus de potions. Vous avez alors deux choix, soit vous prenez le choix de garder vos âmes et de rentrer chez vous et de vous retaper l'exploration mais avec tous les monstres qui seront revenus, ou alors de prendre le risque de continuer l'exploration et éventuellement perdre quelque part qui vous sera pas trop défavorable la prochaine fois que vous reviendrez. Vous êtes constamment en train de jouer avec la défaite et de faire en sorte qu'elle rentre le mieux dans votre moule, qu'elle s'accorde le mieux avec vos plans. Et je trouve cette leçon très intéressante parce qu'il n'y a pas un seul domaine dans lequel aujourd'hui vous pourriez progresser sans avoir vécu des échecs avant. Et je sais qu'en ce moment certains d'entre vous se demandent mais quelle est vraiment la grande différence entre l'échec dans Dark Souls et l'échec dans d'autres jeux? Eh bien j'ai envie de répondre le niveau d'exigence du jeu. Vous faites un truc à peu près bien et ça passe, vous passez au niveau suivant, vous débloquez la cinématique de fin de jeu et c'est complété. Ici ça ne marchera pas comme ça. Si vous avez un gameplay qui est approximatif, vous aurez des chances qui seront tout autant approximatives d'obtenir votre victoire pendant les combats. Ce niveau de proactivité demandé aux joueurs est quelque chose que j'ai rarement vu. Et ça vous pousse à développer une rigueur à la fois mécanique mais surtout intellectuelle et c'est ce que nous allons voir dans le reste de cette vidéo. Il y a mille et une raisons pour lesquelles on peut perdre dans Dark Souls et je suis convaincu qu'une bonne partie d'entre elles sont dues à la manière que nous avons de gérer nos émotions. Pour commencer, on va parler du stress, et quel meilleur exemple que les roulades. Les roulades sur le jeu sont obligatoires si on veut esquiver les coups des ennemis. On appuie, on roule, c'est super. Mais cela vient en échange d'une certaine quantité d'endurance sur notre barre d'endurance. Et énormément sous le feu de l'action oublient que faire des roulades ne vous rend pas invulnérable tout le temps. C'est simplement au moment où vous appuyez que vous êtes en mesure d'esquiver un coup. On se retrouve donc avec des personnes qui font trop
trop de roulades et se retrouvent à court d'endurance pile au moment où ils en ont besoin, ou des personnes qui perdent juste leurs moyens et font des roulades alors que l'attaque n'est même pas encore là et finiront par recevoir le coup une fois la roulade terminée. On constate d'ailleurs le même problème quand il s'agit des attaques. Il y a énormément d'attaques qui sont superflues et qui consomment de l'endurance qui est précieuse, ou des attaques qui sont expédiées sous le coup du stress, qui sont expédiées trop tôt et qui n'atteignent même pas la cible. Même si ça rentre un petit peu dans le stress, il y a aussi l'idée de gérer l'excitation du gain. Au moment où on est sur le point de vaincre un boss et qu'il lui reste presque rien comme vie, c'est le moment où il y a beaucoup de monde qui se met à faire n'importe quoi et perdre ses moyens. Toujours dans l'excitation du gain, le jeu peut parfois vous mettre dans des situations qui vous demandent de faire des grands choix, à savoir être là debout avec un objet en face de vous que vous avez vraiment envie de récupérer, mais vous avez un énorme sac d'âme sur vous. Et parfois la petite flemme peut vous motiver à aller le chercher tout de suite et à sous-évaluer le temps d'un instant le danger qu'il y a dans le coin. Et c'est comme ça que le jeu fait réfléchir son joueur en lui mettant sous le nez des récompenses qu'il pourra aller chercher et en le forçant à prendre des décisions sur à quel point est-ce que le risque en vaut la chandelle. Donc quelque part c'est une forme de retenue aussi qui est demandée de la part des joueurs. Et là où je le ressens aussi, c'est dans le fait de chercher une retenue même dans les attaques que l'on fait. Le jeu nous encourage à tout moment à garder contrôle de nous-mêmes et ne pas céder à la pulsion de l'attaque non réfléchie. Si vous réfléchissez pas les coups que vous faites, vous êtes cuit. Il n'y a pas vraiment de place juste pour pouvoir lâcher un cri de guerre et foncer dans le tas et taper quoi. Si vous analysez pas vraiment, que vous n'êtes pas vraiment conscient de la situation, ça passera pas. Et quelque chose qui me conforte un peu dans cette idée, c'est le fait qu'on ait la possibilité de littéralement pourrir sa partie en tuant des PNJ super importants dès le début du jeu. Donc quelque part c'est impossible de jouer à ce jeu comme on joue à GTA quoi. Impossible d'aller juste taper tout le monde pour essayer au moins une fois. Il y a une part de retenue qui est vraiment demandée aux joueurs et que je ressens. Ah parce que oui, je précise au cas où c'est pas clair, mais si jamais vous tuez quelqu'un dans le jeu, c'est définitif. La personne ne réapparaîtra pas et il n'y a pas de système de sauvegarde dans le jeu qui fonctionne avec je vais dans un onglet charger une partie et je recharge. À chaque fois que vous faites un pas dans le jeu, c'est sauvegardé. Mais bon, revenons-en au combat. Toujours dans les émotions, il y a aussi le fait de gérer sa rage. La rage, c'est forcément un passage par lequel vous passerez si vous jouez à ce jeu. Alright, bye bye guys, I'll see you tomorrow. Peace out, bye. Vous ragerez à un moment ou à un autre. C'est inévitable. Et ce qui est génial, c'est que ce jeu est là et vient vous dire à l'oreille que à chaque fois que vous ragez, vous vous rendez encore plus nul que vous l'étiez avant. Parce que la vérité, c'est que la rage va juste vous faire perdre vos moyens et vous faire jouer moins bien si vous n'êtes pas capable de faire un mental reset juste après. Donc quelque part, ce jeu vous apprendra à voir au-delà de la rage que vous sentirez immédiatement et vous poussera à aller vers l'autre section de la vidéo dont je vous parlerai, à savoir se remettre en question à la place. Donc en somme, le jeu vous apprend à être analytique. Et de manière générale, le jeu vous apprend à juste faire un mental reset. Ça paraît bête, mais je suis sûr qu'il y a énormément de personnes qui s'en sentent incapables avant d'avoir joué à ce jeu. Et pourtant, c'est quelque chose de super utile, voire même essentiel si on est dans une optique de progression. Et le jeu joue littéralement avec vos nerfs, entre des PNJ qui vous mentent et ensuite veulent vous faire la peau, des coups sur certains boss que vous découvrirez peut-être un peu trop tard, le fait que les boss aient tous plusieurs phases, le fait qu'il y ait des ennemis qui soient planqués un peu partout là où les angles de caméra ne couvrent pas la scène, ou plus simplement le fait que la situation dans laquelle vous vous trouvez peut drastiquement changer très vite à votre désavantage. Et pour moi, cela mène au dernier point que j'ai envie de mentionner dans ce chapitre, à savoir rester humble. Rester humble car ce jeu nous pousse à connaître nos limites, connaître sur le bout des doigts ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, que ce soit en combat ou hors combat. Et pour moi, connaître ses limites, c'est une forme d'humilité, parce que l'humilité, ça implique une reconnaissance réaliste de ses propres capacités, faiblesses et des domaines où on peut s'améliorer. Et ce savoir, Dark Souls nous demande de l'avoir à la fois vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis du personnage que l'on manipule et ses limites dans le jeu dans lequel il se trouve. Le jeu nous pousse toujours à voir notre ego au tiroir, parce que même une fois le meilleur des boss vaincus, on reste toujours une créature faible et la moindre erreur d'inattention mène à la mort. Et c'est aussi le cas avec le fait de sous-estimer ses ennemis. N'importe quel des ennemis de ce jeu peut être absolument mortel. Que ce soit avec les ennemis qui ont l'air absolument faibles et d'un coup se transforment en un truc absolument incontrôlable, ou les boss qui nous surprennent avec leur seconde phase qui change complètement les cartes sur table. Et c'est pour toutes ces raisons que je considère que ce jeu vous apprend à faire preuve de plus d'intelligence avec vos émotions. Et pour y arriver, il va falloir se remettre en question.
20 essais, 30 essais, 40 essais contre le veilleur des abysses et vous n'y arrivez toujours pas. Et pourtant, tout échec auquel vous ferez face dans ce jeu n'est que le fruit de votre propre erreur. Et ça, c'est quelque chose que ce jeu va vous graver au fer rouge dans votre crâne. Que vous arrêtiez de jeter la faute sur le jeu, que vous arrêtiez de jeter la faute sur la manière dont il est conçu, et qu'à un moment, vous acceptiez que vous avez des axes d'amélioration sur lesquels travailler. Je dis qu'il vous y oblige parce que le jeu est inflexible sur le sujet. Vous n'aurez pas de mode facile, vous n'aurez pas de petite aide qui apparaîtra, ce sera seulement vous, votre manette et le défi en face de vous. Et le seul moyen que vous aurez de vous en sortir, ce sera de vous remettre en question. Est-ce que j'analyse bien le boss? Est-ce que je retiens bien ses patterns? À quoi est-ce que je n'ai pas fait attention? Est-ce que j'utilise mes armes de la manière la plus intelligente qui soit? Mes armes infligent-elles un nombre normal de dégâts? Ai-je bien géré mon endurance? Y a pas un feu de camp qui est plus proche? What's going on? Am I being impatient? Ce travail d'introspection est nécessaire dans la vie de tous les jours. Dans tout domaine, être en mesure de faire preuve d'introspection est quelque chose d'important et d'utile. Ça passe bien évidemment par se remettre en question, comme j'ai pu l'expliquer avant, mais également par apprendre à se connaître soi-même. Dark Souls vous oblige à vous connaître, à vous étudier, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Et il faut s'étudier. Et quand on s'étudie, on trouve une voie où cette personne qui s'étudie peut être très efficace. Les combats de boss peuvent être fatigants et demandent beaucoup de lecture de jeu. Et parfois pour certains des dizaines et des dizaines d'essais, donc il faut une forme d'endurance mentale pour pouvoir y arriver. Donc apprendre de ses erreurs, mais pas que, car ce jeu vous pousse à apprendre. Vous êtes continuellement en train de mémoriser une chorégraphie contre des ennemis, que ce soit des boss ou non. Et pour ça, moi j'estime qu'il faut vachement se connaître pour y arriver. De mon expérience, apprendre, ça passe aussi par savoir de quelle manière est-ce qu'on apprend le mieux. Est-ce que j'ai juste besoin de rester devant le boss et l'observer? Personnellement, ça paraît bête, mais mettre en pratique quelque chose et ensuite aller dormir me permet de mieux retenir et mieux appliquer la chose après. Et ça, c'est aussi vrai à l'école que dans les jeux vidéo. Ensuite, pour l'attention, c'est pareil, ça demande aussi de se connaître. Il faut savoir quand est-ce qu'on est plus attentif à ce qu'on est en train de faire, quand est-ce qu'on commence à juste à jouer en mode pilote automatique, savoir quand est-ce qu'on doit prendre une pause, connaître son efficacité de manière générale et savoir quand est-ce qu'on est plus efficace à l'œuvre. Au final, être son propre spectateur et critique de son gameplay. À un moment, si vous espérez voir le bout de ce jeu, passer par ces étapes d'introspection est obligatoire. Et ce, que ce soit celle de simplement se remettre en question ou d'apprendre à se connaître. Autrement, ça passera pas. Ou alors, à un moment, ça finira par passer, mais après un nombre incalculable d'heures sur le jeu. Et c'est exactement pour ça que je trouve que Dark Souls gère super bien ce sujet-là avec la marche de la honte. Je le rappelle très rapidement, la marche de la honte, c'est le nom débile que j'ai donné à ce trajet qu'on se tape depuis le dernier feu de camp jusqu'au boss à chaque fois qu'on a échoué. C'est jamais un trajet qui est facile, il y a toujours des embûches en chemin. Quelque part, c'est tellement casse-pied de se taper ce chemin vers le boss que ça vous oblige, quelque part, de retourner chez le boss avec une idée en tête de pourquoi est-ce que vous y retournez, qu'est-ce que vous allez changer cette fois, et donc qu'est-ce que vous avez fait de mal avant. Peut-être qu'au début, vous ferez pas attention, vous vous taperez le chemin en mode pilote automatique, mais à un moment, je pense que vous vous rendrez compte que, au vu d'à quel point c'est casse-pied de se taper ce chemin, d'esquiver tout le monde, et à quel point ça peut déjà vous épuiser avant d'arriver même chez le boss, il faut se poser les bonnes questions de comment est-ce que vous allez appréhender le combat. Et ça, il n'y a pas beaucoup de jeux qui le font à ce que je sache. La plupart du temps, tu recharges la partie et c'est reparti pour un essai directement comme si t'avais mis un jeton dans ta borne d'arcade. Et le problème avec ça, c'est que juste pouvoir relancer de la sorte, ça mène souvent à du die and retry. Et excusez-moi, mais le die and retry, c'est pas très intelligent comme manière de jouer. C'est juste brute force le boss jusqu'à ce que ça passe une seule fois. Peut-être parfois avec des petits changements au niveau de son gameplay, de sa manière d'approcher le combat, mais ça nous pousse rarement à vraiment réfléchir en amont à ce qu'on va faire. Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. That is crazy. Mais il y a aussi autre chose dont vous aurez besoin pour réussir cet exercice d'introspection, c'est une confiance en vous. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Votre réussite sur Dark Souls est également étroitement liée à la confiance que vous aurez en vous. D'un côté, vous aurez besoin de la développer pour pouvoir réussir vos actions et avancer dans le jeu, et d'un autre côté, vous aurez toujours besoin d'être en mesure de la remettre en question, cette confiance que vous avez en vous, au travers du processus cognitif d'introspection dont je vous ai parlé juste avant. C'est une espèce d'équilibre que ce jeu nous pousse à avoir, et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Premièrement, une des choses qui saute aux yeux quand on commence à jouer à Dark Souls, c'est le fait qu'on n'ait pas de carte. On est complètement livré à notre sens de l'orientation et notre
votre mémorisation des environnements et comment est-ce que les différentes zones sont connectées les unes aux autres. Mais au-delà de s'orienter sans carte, c'est oser satisfaire sa curiosité que ce jeu nous pousse à faire. Oser d'emprunter un couloir supplémentaire juste parce qu'il pourrait y avoir un objet au fond, et ce alors qu'il pourrait être gardé par des monstres. Pareil pour la résolution de certaines énigmes, dont une qui nous demande littéralement de marcher dans le vide. Au-delà de juste récompenser l'exploration du joueur en lui donnant des objets, il y a parfois des boss complètement facultatifs sur lesquels on peut passer si on n'explore pas. Et croyez-moi que ce jeu c'est Dark Souls 3, ce n'est pas Elden Ring, donc les boss ne sont pas sur un tapis roulant de caisse enregistreuse de supermarché, comme c'est le cas sur Elden Ring. Bref, tout ça c'était pour la catégorie hors combat. Mais en combat c'est aussi le cas, il faut avoir confiance en soi. Il faut oser les backstabs. C'est pas évident, ça demande de s'entraîner, ça demande de le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous ont mis une tonne de ces personnages-là qui sont toujours de dos en train de prier. C'est exprès pour qu'on essaie le backstab sur eux, sinon je vois pas l'utilité. Mais malgré tout, ça demande quand même de tester ces choses en situation réelle, donc sur des ennemis qui sont plus coriaces. Pareil pour les contres, ça demande de les oser. Et aussi pour les combats de boss, il faut se rapprocher d'eux. La plupart du temps, juste rester loin d'eux, c'est le meilleur moyen de se faire exploser. Il faut oser se rapprocher, se retrouver limite au corps à corps avec eux, esquiver au bon moment, etc. Prendre des opportunités quand il y en a. Si on a peur de prendre les initiatives dans le combat ou on a peur de se rapprocher, c'est le meilleur moyen pour se faire exploser très vite. Le jeu pardonne peu, donc il faut savoir se faire confiance pour pouvoir saisir les opportunités en plein combat. Mais cette confiance s'applique aussi à la capacité que vous aurez à improviser, parce que oui, vous ne serez pas prêt pour tous les combats auxquels vous aurez à faire face. Certains seront complètement inattendus, que ce soit les mobs qui sont cachés derrière les murs, ou dans des angles de caméra complètement tordus et qui vous surprendront, et pour lesquels il va falloir pouvoir réagir vite, et donc avoir confiance en ce qu'on va faire. Sinon on se fait juste dessus et le monstre nous croque. Après il y a aussi les créatures dont la dangerosité change soudainement, que ce soit les transformations rats, les espèces de créatures bizarres là qui se mettent à développer des ailes et qui courent partout. Il y a plein de monstres qui semblent plutôt calmes au départ et qui d'un coup deviennent extrêmement violents. Et ça vaut autant pour les combats de boss, parce qu'il y a parfois des combats de boss qui commencent et on ne savait même pas qu'il y en avait un dans le coin. Et dans ces situations, il faut savoir rester terre à terre. Et je dis pas ça que vis-à-vis de la gestion du stress dont j'ai pu parler plus tôt, mais même plus généralement, rien que du fait de savoir quelle décision prendre et comment appréhender la situation en dépit du fait qu'on ne s'attendait pas à entamer un combat à ce moment-là. Donc, est-ce que comme mentionné dans la partie sur le rapport à l'échec, aller chercher le combat ou plutôt aller chercher à en savoir plus sur le boss, c'est une décision qui nous revient et qu'on va devoir prendre à ce moment-là pour pouvoir tirer le meilleur profit possible de cette situation. Mais cette confiance, on en a besoin aussi même en plein pendant les combats de boss qu'on connaîtrait et pour lesquels on serait préparé. Parce que oui, il nous arrive parfois d'avoir la chance ou la malchance, ça dépend comment on le voit, d'avoir un pattern qui se manifeste qu'on n'avait jamais vu dans le combat pendant une éternité. Et là, il s'agit de savoir être malin et de savoir improviser pour ça. Et ça demande aussi une confiance. En plus de pas stresser bien évidemment, mais ça c'était pour l'autre partie. Bref, on passe à la partie suivante. L'empathie cognitive est la capacité de comprendre et de percevoir les pensées, les sentiments et les perspectives des autres sans nécessairement les partager. Ça implique une prise de perspective et une compréhension intellectuelle des émotions d'autrui, ce qui permet de se mettre mentalement à la place de quelqu'un d'autre en somme. Parce que pour réussir, vous aurez besoin de vous mettre à l'extérieur du jeu à la place de ceux qui ont travaillé sur le projet, à savoir les développeurs. Et ça passe en premier lieu pour se demander comment est-ce que chaque ennemi doit être géré, et ce, en fonction de l'environnement qui se trouve autour de ce dernier, que ce soit les autres monstres ou la carte de manière générale. Ah, et inutile de préciser que ça s'applique aussi aux boss. D'ailleurs, s'il y a des combats de boss que je peux mentionner qui demandent vraiment de se mettre à la place des devs pour comprendre comment est-ce qu'on est censé les vaincre, eh bien on a l'herbe putride et Yorm le géant. Parce que clairement, quand on constate qu'on n'inflige pas de dégâts à ces boss-là, à un moment, il faut connecter 2 neurones et se dire que ah, bah peut-être que ceux qui ont bossé dessus n'avaient pas prévu qu'on le tabasse comme ça. Ça m'a l'air trop absurde. Et cette réflexion-là, c'est déjà une forme d'empathie cognitive. Mais ce travail-là, vous le faites aussi en permanence quand vous évoluez dans les environnements du jeu et que à chaque fois, vous devez imaginer où peuvent se trouver les potentiels ennemis cachés. Donc quels sont les effets de caméra qui vont pouvoir être utilisés à votre désavantage pour y planquer des ennemis. Ou plus simplement, quand vous voyez des endroits qui semblent beaucoup trop calmes, vous vous posez la question de il doit quand même y avoir quelque chose ici pour m'embêter. Peut-être que vous faites ce travail de manière inconsciente, mais c'est une forme d'empathie cognitive. Parce que pour pouvoir vous dire ça, vous vous mettez quand même à la place des personnes qui ont travaillé sur le sujet. D'ailleurs, un autre point intéressant, le jeu vous apprend à ne pas vous fier aux apparences. En général, la créature la plus menaçante n'est pas forcément la plus grande. On l'a vu avec les boss comme le chef Olnir, ou le dragon du roi sans nom, l'arbre putride,
et à la place on a plutôt des boss qui sont pas très grands de taille et qui sont très redoutables. Là je pense au Veilleur des Abysses, Sister Freed, Soul of Cinder, et toujours dans le sujet des apparences, il y a aussi le fait de chercher les murs invisibles qui se trouvent sur la carte. Certains pourraient penser que c'est juste un travail d'itération où on teste tous les murs un à un jusqu'à ce que certains révèlent des passages, mais si vous voulez faire ça, vous en aurez pour beaucoup de temps sur ce jeu. La vérité c'est qu'il faut plutôt être en mesure d'analyser son environnement et de se dire que ah tiens là ce mur là ici ça me paraît vachement étrange. Et pour pouvoir évaluer l'étrangeté d'un mur placé à un endroit spécifique, il faut quand même se créer une idée mentale de qu'est-ce que c'est qu'un environnement normal. Et pour ça on se met un peu à la place des développeurs et on essaie d'apprendre quelle est leur manière dite normale de designer des environnements dans le jeu. En somme, ce que j'essaie d'expliquer c'est que tout le long de notre aventure c'est un dosage, donc celui des développeurs, avec lequel on se familiarise pour pouvoir évaluer les situations dans lesquelles on est. Difficulté, orientation, analyse de notre environnement, manière d'approcher un combat, on fait cet effort d'empathie plus souvent qu'on ne le croit. Alors dans cette partie j'aimerais bien pouvoir parler avec vous du cycle de la récompense de ce jeu et de manière générale à quel point est-ce que je le trouve vertueux comparé à plein d'autres jeux et même comparé à la tendance générale de l'industrie aujourd'hui. C'est simple, le jeu ne nous guide pas, on est livré à nous-mêmes, on n'a pas de tutoriel vraiment sur comment faire ceci, comment faire cela. Il n'y a qu'à regarder quel est le tutoriel du jeu, c'est 3 marquages au sol qui nous indiquent à peu près où se trouvent les boutons sur la manette, et bon en vrai c'est pas très utile parce que t'appuies sur le bouton et tu vois clairement qu'est-ce que ça fait, mais le vrai tutoriel du jeu, et je pense que tout le monde sera à peu près d'accord sur ça, c'est le premier boss. Le premier boss du jeu est un aperçu très bien réussi et très complet de ce que va être 90% du jeu. Donc un tutoriel complet qui est en fait un boss. C'est génial. On a une musique qui est excellente, on a une arène dont la direction artistique est très soignée, parce que des pierres tombales dans tous les sens qui sont totalement enchevêtrées les unes sur les autres, plus une géante qui est en train de glisser, le tout flottant sur une espèce de rocher qui est au-dessus des airs, avec une brume énorme, et en arrière-plan on voit une espèce de citadelle, cathédrale, on sait pas trop ce que c'est. Ça laisse pas indifférent, je veux dire, vous réfléchissez 2 secondes à l'endroit, je suis sûr que si vous avez joué au jeu, vous l'avez de tête. Vous vous rappelez de tous les détails. Et en vous disant cela, au moment où j'enregistre ceci, sachez que je n'ai même pas pris le temps de re-regarder l'endroit. Je l'ai de tête. C'est pour vous dire à quel point est-ce que les environnements sont soignés. Et ça, c'est déjà une forme de récompense. Le jeu vous récompense en vérité avec les environnements qu'il vous met sous les yeux. Donc quelque part, vaincre un boss vous octroie déjà par défaut le droit de continuer et de continuer à avoir ces environnements qui sont extrêmement soignés. Et je vous assure qu'il y en a certains qui vous font garder la bouche grande ouverte la première fois quand vous y allez. Je pense notamment à Anne Orlando, qui n'a pas lâché un waouh en sortant de cette grotte, ça fait un effet incroyable. Ooh. Oh, wow. Wow. This looks incredible. Maintenant même que j'y pense, en enregistrant ça, je crois même que ça fait un effet de l'intro de Breath of the Wild avant l'heure. Vous savez, cette intro qui est devenue absolument culte, de la caméra qui recule et qui vous montre l'étendue du paysage devant vous, bah j'ai l'impression qu'on l'a en quelque sorte avec cette grotte, sauf que c'était avant Breath of the Wild. Mais bon, fin de la parenthèse, j'en reviens au boss. Et là maintenant, imaginez-vous que vous venez de commencer le jeu et vous finissez par battre ce Iudex Gundyr qui vous a pris je ne sais pas combien d'essais, je pense, la première fois. Comment ne pas sentir une satisfaction à avoir battu ce boss? Au-delà de l'aspect réalisation qui est impeccable, il a surtout été exigeant avec vous et vous savez que vous ne l'avez pas volé ce boss. Vous l'avez eu parce que sur le coup vous avez pris des bonnes décisions et vous avez appris à le battre. Au final, la satisfaction que vous avez en battant ce boss, elle est personnelle. C'est vous qui êtes fier de vous-même quand vous le battez. Et ça c'est rare. Dans combien de jeux s'il vous plaît, est-ce que j'ai encore des boss aujourd'hui en Big 2024 où à la fin, une fois après les avoir vaincus, je suis satisfait en mode waouh, j'ai réussi un truc, un exploit, j'ai ouf. Bah, c'est juste super rare. Et cette satisfaction que vous avez, je la trouve d'autant plus vertueuse parce qu'elle vient d'un effort que vous avez investi. C'est un retour sur investissement de votre effort et c'est génial parce que ça vous apprend à prendre goût au fait de vous donner à cœur dans un sujet, réussir à en obtenir les bénéfices ensuite. Ce qui est bien, c'est que les dizaines de boss de ce jeu sont justes et vous rappellent que quand vous vous investissez dans quelque chose, vous pouvez réussir. Et surtout, il vous fait goûter au plaisir de réussir, le plaisir de comprendre. Et bien sûr, ce plaisir-là ne se limite pas du tout qu'à Dark Souls ni aux jeux vidéo. Donc ok, quand vous battez un boss, vous obtenez des âmes. Ok, vous obtenez aussi son âme à lui qui ensuite peut être échangée contre son arme à lui. Et ça pour le coup c'est vachement unique parce que vous avez des movesets qui sont absolument uniques dans ce jeu. Et c'est rare je trouve de pouvoir aller récupérer les armes avec lesquelles un boss s'est battu et pouvoir faire les mêmes animations que lui mais à votre échelle. Je connais pas beaucoup de jeux qui me permettent ça. Mais vraiment le meilleur truc que ce jeu aura à vous offrir, ce sera pas les armes, ni les âmes, ni les
des objets à collecter, etc. Mais ce sera ce sentiment-là que vous aurez de satisfaction envers vous-même, l'estime de vous-même que vous aurez redoré, en vous rendant compte que vous avez réussi à surpasser quelque chose qui vous semblait avant insurmontable. Et la petite cerise sur le gâteau pour moi sur ce jeu, ça aurait été de finir le jeu et ensuite de constater qu'en fait, les statistiques de votre personnage sont certes importantes, mais ont un impact qui est relativement peu important quand on recule un petit peu et qu'on regarde comment s'articule le gameplay, parce qu'en vérité, les statistiques dans ce jeu sont certes utiles, et on a besoin de continuer à monter nos statistiques à mesure qu'on avance dans le jeu, mais la vérité c'est que la difficulté augmente également. Donc quelque part, les statistiques qui sont là pour vous donner des mécaniques de RPG sur lesquelles vous pouvez vous améliorer, mais vraiment le plus important dans ce jeu, ça va pas être les stats, mais vraiment qu'est-ce que vous avez appris. Et quand vous recommencerez le jeu, vous constaterez que vous êtes monté en expérience. Vous galérez tellement moins qu'avant. Et c'est pas que parce que vous avez appris à faire du par cœur sur les boss, hein. Alors bien évidemment, faire du par cœur sur les boss ça compte, mais si vous quittez le jeu et que vous revenez, je sais pas moi, 1 an, 2 ans plus tard, et que vous rejouez au jeu, vous serez tellement mieux que ce que vous étiez la première fois quand vous y avez joué. Pour la simple et bonne raison que ce jeu vous apprend des choses qui sont durables dans le temps. C'est pas que du par cœur qui fait que vous améliorez, mais plutôt les qualités intrinsèques que vous développez en jouant à ce jeu. À savoir tout ce dont je vous ai parlé juste avant. La confiance en soi, avoir un regard critique sur les combats en se mettant peut-être à la place parfois des développeurs qui ont travaillé dessus, la remise en question permanente et savoir contrôler ses émotions. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que le cycle de récompense de ce jeu est plutôt rare, noble et dénote par rapport aux tendances actuelles et permettra à plus d'un de prendre vraiment confiance de ce que c'est que d'être récompensé pour un effort que l'on a fait et de se surpasser. Au cas où vous penseriez encore que c'est le jeu qui est injuste et ce n'est pas de votre faute, eh bien pour tous ceux qui ont un mauvais premier contact avec la licence, j'aimerais pouvoir défendre maintenant l'idée selon laquelle la difficulté du jeu est juste. Et pour ça il m'a semblé intéressant d'étudier les boss obligatoires du jeu, donc ceux qui ne sont pas facultatifs et ceux qui ne font pas partie des DLC. Le but c'est de voir à quel point est-ce qu'ils ont tous une utilité d'un point de vue gameplay, quelque chose à nous enseigner, et que ce n'est pas juste un mur de difficulté qui est là encore une fois pour nous faire jouer au jeu. Et on commence avec Udex Gundyr qui, comme j'ai déjà pu vous le dire avant, haha Gundyr, vous le dire, c'est un tutoriel très complet. Le jeu vous fait goûter la difficulté de ce dernier et vous fait utiliser tous les boutons qui sont disponibles sur votre manette. Ce boss vous apprend à utiliser vos objets, donc vos potions en premier lieu, à savoir timer correctement l'usage de vos potions, utiliser au moins une attaque, savoir quand esquiver, ménager votre endurance, donc ça c'est via les attaques et les esquives, et bien évidemment analyser son comportement. Ah, et le petit dernier que j'ai presque oublié, ne pas tomber de la zone de jeu. Donc oui, ça fait beaucoup à apprendre d'un coup et c'est pour ça que c'est un très bon tutoriel. On passe donc au deuxième boss, Vord de la vallée boréale. Lui du coup il a pas grand chose à vous apprendre, si ce n'est que comment gérer un boss qui est grand de taille. Du coup savoir lui tourner autour et savoir exploiter contre lui sa taille. Juste après on a l'arbre pourri qui lui nous introduit pour la première fois un boss dont les points de vie ne descendent pas avant d'avoir détruit certaines parties de ce dernier. Donc ce boss nous permet de prendre conscience des fois où le nombre de dégâts qu'on met est juste absolument anormal. Troisième boss, le veilleur des abysses. S'il y a quelque chose qu'il y a à retenir de ce combat je pense pour le joueur, c'est comment se servir de la caméra. Parce que oui il va falloir plein de fois changer entre les différentes cibles qui se trouvent dans l'arène, que ce soit les veilleurs qui sont alliés ou les veilleurs qui sont ennemis. Troisième boss, le chef Olnir. Pour moi ce boss là, il est juste là pour jouer avec nos émotions et à nous apprendre à improviser. Je m'explique. Ce dernier est à la fin des catacombes et on y a le droit avant même d'avoir eu le droit à un point de sauvegarde. Ce qui veut dire que le joueur a son sac plein d'âme. Le joueur va être surpris par son apparence qui est très intimidante et surtout que ça paraît un peu en jumpscare, et il y a plein de joueurs qui ont eu peur à cause de ça. Mais la vérité c'est que derrière son apparence très grande, eh bien le boss est relativement faible. Donc voilà, le combo sac d'âme rempli, apparition en jumpscare, le fait qu'il y ait du gaz tout autour qui inflige des dégâts, je pense qu'en somme le vrai enseignement qui a tiré de ce boss pour le joueur, c'est de ne pas stresser pour rien et d'apprendre à improviser. Boss suivant, Sage de cristal. Alors celui-là, selon moi, il a vraiment été fait pour pouvoir nous apprendre à faire attention aux détails, autant les détails sonores que visuels. Il fait pas très mal si tu sais quoi faire, c'est une petite énigme à résoudre, et en somme, pouvoir tendre l'oreille et faire attention au son, c'est quelque chose qui est très utile dans Dark Souls parce que la plupart des attaques ont un son qui est spécifique, et le son ça peut aider énormément à analyser la situation, peut-être à analyser une attaque qui arrive et qui n'a pas encore une animation qui s'est lancée, ou plus simplement à pouvoir se défendre ou se protéger ou se préparer à une attaque qui arriverait dans notre dos et qu'on ne verrait pas et dont on aurait comme seul signe le son. Boss suivant, le diacre des profondeurs. Ce boss là pour moi je le vois vraiment comme un moyen de check si le joueur a bien compris comment ménager son endurance. Parce qu'en vrai le boss n'est pas si menaçant que ça, et la plus grande crainte que vous pouvez avoir avec ce boss c'est si jamais vous gérez mal votre endurance de vous retrouver à court d'endurance entouré
par tous ces abrutis. Et peut-être pour ceux qui jusque-là comptaient sur des sorts, de la magie, de la pyromancie ou peut-être même des arcs, va savoir, pour pouvoir gagner leur combat, et bien là le jeu les oblige quand même à se rapprocher, parce que la plupart du temps les attaques à distance tomberont sur les personnes qui sont le plus en avant, et pas sur celui qui est important à frapper. Donc ça permet aux joueurs d'apprendre à donner des coups et savoir aussi se retirer pour pouvoir se mettre à couvert. Ensuite, Pontiff Sullivan, pour moi ce boss c'est l'équivalent d'un examen de fin de collège ou de fin de lycée, genre c'est l'équivalent d'un brevet ou d'un bac. C'est là pour checker si t'as bien compris tout ce qu'on t'a appris depuis le début. C'est pour ça qu'il est considéré comme difficile, il va quand même relativement vite, et il peut aussi être l'occasion d'apprendre à faire des parades. Parce que l'air de rien, sa première attaque, j'ai l'impression que c'est une invitation grande ouverte pour pouvoir tester une parade sur lui. Pontiff Sullivan est là pour t'apprendre à être mobile, mais aussi à être flexible dans ta manière de jouer. Parce qu'entre sa première phase et sa deuxième phase, il y a beaucoup de choses qui changent. Premièrement, sur la deuxième phase, il est beaucoup moins agressif. Du coup, il sera beaucoup moins collé à toi, et tu auras beaucoup moins besoin d'être très mobile comme ça a été le cas sur la première phase. Pour autant, ça veut pas dire qu'il peut pas te surprendre et te sauter dessus d'un coup. Notamment être malin également pour pouvoir penser au fait de tuer son spectre pour qu'il prenne le soin de le réinvoquer et qu'on en profite pour lui infliger quelques dégâts. En soi, Pontiff n'est pas très résistant comme boss, on lui met quelques claques, il a très mal. Mais il faut réussir à les placer, et c'est là qu'on a besoin quand même de pas mal de retenue sur ce boss. Ensuite, on a Aldrich qui est là pour nous apprendre à faire du multitasking, à savoir trouver un moyen d'infliger des dégâts à notre boss, le tout en esquivant ces kilos de projectiles qui sont partout dans la pièce. Et pour la première fois depuis le début du jeu, eh bien, on utilisera notre environnement à notre avantage pour esquiver des projectiles. Alors vous me direz qu'il y a peut-être des projectiles au niveau du sage de cristal et aussi du diacre des profondeurs, mais le sage de cristal ne vous permet pas vraiment de vous mettre à couvert quand vous avez des projectiles qui arrivent et vous invite plutôt à les esquiver et continuer vers le boss pour aller le frapper. Pareil au niveau du diacre des profondeurs, quand il y a des projectiles qui arrivent, vous n'êtes pas invité à aller vous planquer parce que les projectiles ils arrivent en permanence de la part de tous les espèces de petits apôtres qu'il y a autour du vrai qu'il faut taper, et du coup ben c'est pas pareil que sur Aldrich où là pour le coup on vous demande vraiment d'aller profiter des colonnes qui sont dans la pièce pour attendre qu'un déluge de sorts passe. Ok, alors c'est moi du futur, je sais pas comment j'ai fait mais apparemment j'ai oublié de faire la partie sur la danseuse de la vallée boréale. Là où Aldrich nous apprenait à esquiver les attaques à distance en utilisant les colonnes dans la pièce, et bien là c'est à peu près la même chose, sauf que ça va être pour les attaques au corps à corps. Parce que la danseuse se met parfois à faire une espèce de tourbillon qui nous suit pendant très longtemps, et il nous arrive souvent d'avoir besoin d'utiliser ces colonnes pour pouvoir se protéger. On passe à Yorm le géant, un boss qui est conçu pour être vaincu avec cette épée de vent qui est placée à l'entrée de la pièce. L'intérêt pour le joueur, en tout cas ce qu'il apprend avec ce combat, c'est à exporter ses compétences qu'il a acquises pendant le jeu vers une nouvelle arme. Ici, on est un peu obligé d'utiliser l'arme qui nous est mise à disposition pour pouvoir vaincre le boss. Et encore mieux, on nous force un peu à utiliser le weapon art de cette dernière pour pouvoir y arriver. Le weapon art, ce sont ces coups spéciaux qui sont utilisables avec les gâchettes L2 et R2 pour pouvoir faire des coups qui sont super puissants, ou au moins des coups spéciaux qui ont des animations si différentes les unes des autres en fonction des armes, qu'elles peuvent toutes donner un style de jeu très différent à votre partie en fonction de l'arme que vous utilisez. On passe à l'armure de tueur de dragon, et bon sang que ce nom est bien plus stylé en anglais. La première chose qu'on constate, c'est qu'il y a une statue énorme au milieu du pont qui prend énormément d'espace, et en plus de ça, l'arène est destructible. Les rebords du pont se cassent avec le temps en fonction des coups qui sont mis dedans, donc il est très aisé de finir au fond du ravin si on ne fait pas attention, et ce autant par une roulade qu'on aurait mal dosée qu'un coup qu'on aurait reçu qui nous aurait projeté au fond du trou. Autre chose du coup avec ce pont, c'est qu'on n'a pas vraiment envie de se battre avec le boss sur le pont, mais on va plutôt essayer de l'emmener de part et d'autre du pont où il y a plus d'espace et on ne risque pas de tomber. Donc ça nous fait mettre en pratique le fait de déplacer le boss à l'endroit qui nous intéresse le plus dans l'arène pour le combattre, plutôt que ce soit lui qui nous déplace. On a ensuite les frères Lautrec. Ce boss là est aussi pour moi une espèce d'examen final pour voir si vous avez bien compris comment se battre contre un boss qui est grand de taille. Et cette fois-ci, le petit twist qu'on vous apprend, c'est comment gérer un boss qui se téléporte, chose que vous n'aviez jusque là pas à faire. Et ensuite pour finir, vous avez Soul of Cinder, un personnage qui a plusieurs styles de jeu différents, donc qui change d'arme au cours du combat, et qui pendant sa phase 2 ne vous pardonne absolument pas si jamais vous n'êtes pas en mesure d'esquiver son grab. J'ai l'impression que ce boss là est là pour vous préparer à l'expérience en ligne, parce qu'une fois le solo terminé, il ne vous reste plus que le mode multijoueur pour vous amuser, à moins de faire des New Game Plus. Et Soul of Cinder, de par sa taille humanoïde, le fait qu'il utilise des armes que vous pouvez utiliser, à des movesets qui sont relativement proches de ce que vous pourriez avoir, ressemble au final au profil de joueur que vous pourriez rencontrer en ligne. Vous avez autant de corps à corps que vous avez de magie. Et bien évidemment, sa corpulence a une importance dans cette histoire, car si c'était un boss grand de taille, ça ne vous aurait probablement pas entraîné d'une manière aussi pertinente qu'un ennemi qui est de votre taille. Et par conséquent, qui bouge plus vite et qui attaque plus vite. D'ailleurs, même pendant les combats en ligne en PvP, la plupart du temps, on est juste à se tourner autour et à attendre que quelqu'un commette une erreur pour pouvoir saisir l'opportunité. Parfois, les combats sont vraiment juste des marches en ronde, l'un autour de l'autre, à attendre que quelqu'un commette une erreur ou fasse le premier pas. D'ailleurs, ce combat vous apprend aussi à fuir efficacement contre un ennemi qui serait humanoïde. Parce que pendant la phase où Soul of Cinder utilise sa lame courbée, je pense pas que vous ayez vraiment envie de vous battre contre lui. Et ça peut faire
écho à ces moments pendant les combats PVP où vous avez besoin de vous soigner et vous devez juste trouver un moyen de fuir suffisamment pour pouvoir réussir à dégoter une potion. Et si vous regardez de plus près la manière dont vous avez de fuir, la plupart du temps je pense que Soul of Cinder vous rattrapera et essaiera de vous mettre un coup et ce sera votre job d'esquiver à temps pour pouvoir ne pas vous le prendre. Et si jamais vous fuyez pour boire une potion en ligne, eh bien ce sera à peu près pareil, parce que rappelez-vous que les gens ont une caméra loquée sur vous, donc il leur suffit de maintenir le stick vers le haut pour avoir la trajectoire la plus optimale vers vous, et vous aurez beau essayer de faire des rondes etc, ça ne rendra pas le trajet plus long pour l'ennemi en face de vous. À la rigueur, ce que vous pourrez faire, ce sera utiliser l'environnement à votre avantage, mais ça c'est un autre débat. Tout ça pour dire que vous serez régulièrement dans une situation où pour boire une potion, il va falloir faire en sorte d'induire suffisamment en erreur l'ennemi pour qu'il puisse lancer une attaque sur vous, et que devant lui, vous sortiez votre potion et la buvez. Pfiou, bon, c'était long, on a fait le tour de tous les boss du jeu, du moins ceux qui sont obligatoires sur le jeu de base, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout ça? Eh bien, si vous regardez tous les graphiques que j'ai joints à l'analyse des combats de boss, vous constaterez qu'en fait, le jeu nous prend énormément par la main, du début jusqu'à la fin, jusqu'à notre expérience en ligne. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que même si la forme a l'air brute, le fond est plutôt doux dans ce jeu. Le jeu vous explique non pas avec des tutoriels ou des mots, mais plutôt des combats, comment devenir meilleur et comment mieux gérer vos combats. Mais bien évidemment, cet enseignement ne se fait pas tout seul. Il faut que vous soyez là et que vous soyez capable de faire preuve d'analyse pour pouvoir récupérer cet enseignement-là qui vous est glissé sous les yeux tout au long de votre aventure. C'est une espèce d'échange permanent entre le jeu et le joueur. Et cette manière d'enseigner est quelque chose qui est vraiment propre à ce jeu et à cette formule. Parce qu'on va pas vous apprendre simplement à faire une chose isolée, mais plutôt vous apprendre à monter en compétence sur tout à peu près en même temps, et en réutilisant vos acquis. Et en plus, c'est assez graduel comme progression. Et qu'à regarder la tronche des graphiques des premiers boss en termes de requis pour pouvoir réussir, et comparer à ce qui est demandé sur les deux derniers. Si je vous ai fait un détail des compétences sollicitées sur chaque combat de boss depuis le début, c'est aussi pour défendre l'idée selon laquelle Dark Souls porte une étiquette de jeu difficile à tort. Je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, à aucun moment je parle de dextérité avec vos doigts à la manette. C'est vraiment pas ça qui fait la différence. Et à qu'à regarder quels sont les boutons pressés au début et à la fin du jeu pour quelqu'un qui joue à Dark Souls. C'est toujours à peu près les mêmes. Le jeu ne devient pas mécaniquement plus difficile au fil du temps. Le nombre d'inputs par seconde que le joueur doit envoyer au jeu n'augmente pas significativement entre le premier boss et le dernier. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la difficulté du jeu ne réside pas dans la capacité que vous aurez à devenir ou non un joueur de haut sous à la manette, mais plutôt d'être capable de faire un travail sur soi-même pour approcher et surmonter les difficultés, et ce que ce soit celle de jeu vidéo ou non. Pour toutes les personnes ayant commencé la série des Souls avec Elden Ring, sachez qu'il n'est pas trop tard pour essayer Dark Souls 3 et vous avez sûrement encore des choses à apprendre. Simplement, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit aussi choc que ce que vous auriez eu si vous aviez commencé par Dark Souls 3. Pour la simple et bonne raison qu'en ayant joué à Elden Ring, vous avez sûrement été exposé à des courbes de progression qui sont bien plus agréables que sur Dark Souls. On en attend moins de vous beaucoup moins tôt. Et jusqu'à très tard dans le jeu, vous pouvez faire énormément de choses avec toutes les invocations, etc. et la permissivité générale du coffre Elden Ring. Mais maintenant qu'on a vu le succès de la formule Elden Ring, il est dur de penser que From Software reviendra en arrière vers une formule Souls classique. Reste à espérer qu'ils seront capables de garder cet héritage intellectuel que leur jeu avait, et ce autant au niveau de la difficulté générale que du design des boss. Mais peut-être avons-nous déjà un signe de cette prise de conscience avec le DLC qui vient de sortir, qui a déjà subi quelques critiques pour sa difficulté. Reste à espérer que From Software continueront de faire ce qu'ils pensent juste maintenant qu'ils ont fait goûter aux gens la formule Elden Ring, plutôt que d'essayer de se conformer à leurs attentes. Car comme j'ai pu vous le dire, les Souls-like et Dark Souls 3 ne sont pas des jeux qui sont difficiles, mais des jeux qui nous demandent d'être difficiles avec nous-mêmes. Si Dark Souls a pu séduire autant de personnes, c'est évidemment pour sa direction artistique qui est très riche, ses combats qui sont épiques, et ses soundtracks qui vous restent dans la tête. Mais il serait faux de penser que ce n'est que pour ça. From Software est allé dans le sens contraire des tendances du jeu vidéo avec leurs titres, et c'est comme ça qu'ils se sont fait remarquer. En respectant l'intelligence du joueur, ils ont pu montrer à plein de studios qui pesaient bien plus qu'eux à cette époque-là, que la bonne solution n'est pas de toujours rendre les jeux plus faciles et plus assistés, mais plutôt de faire en sorte que ce dernier soit gratifiant. Mais ça serait aisé de dire que le fin mot de leur réussite n'est que leur différence, ou juste envie de rendre l'évolution dans leur jeu difficile comparé à d'autres développeurs qui auront plus envie de le rendre aussi accessible que possible. Je pense plutôt que pour que le jeu se joue autant du joueur qui est en train de jouer, ça fait beaucoup jouer dans la même phrase, les créateurs ont dû mesurer méticuleusement chaque petit détail qu'ils ont décidé d'inclure dans leur titre. Et c'est comme ça qu'ils auront réussi à marquer l'industrie, mais surtout les esprits avec leur licence, en réussissant à récompenser le joueur d'une manière bien plus durable et gratifiante que ce que les autres font.
font, à savoir en s'attaquant directement à leur psychologie, en inculquant à leurs joueurs des valeurs de détermination, d'acharnement, de remise en question de soi et de capacité à se mettre à la place des autres. Le tout peut-être en soignant le cycle de récompense de certains qui doit être bien endommagé par le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai pu vous citer que je considère Dark Souls 3 comme une véritable leçon de psychologie. Salut à tous, c'était Mash et merci de m'avoir écouté. Je tiens à vous remercier énormément pour les retours que vous m'avez fait sur ma dernière vidéo, pour tous les commentaires que vous avez laissés, d'ailleurs qu'ils soient négatifs ou positifs, tant qu'ils sont constructifs. Et sachez que vous pouvez parfois m'aider à choisir le prochain sujet de vidéo, parce qu'il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler, mais il va falloir que je priorise. Et parfois quand j'hésite entre plusieurs sujets, je demande votre aide dans l'onglet communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça je pourrai solliciter votre aide. Et vous inquiétez pas, je vais pas vous spam. Merci à tous, salut. Ah, vous êtes encore là? Sachez que peut-être la prochaine vidéo ça va être le guide mouvement, mais j'ai rien dit hein.